Malik Durantier était prévu pour présenter cette recherche sur le diagnostic partagé de la parentalité, mais on a un souci, on n'arrive pas à le joindre, donc je pense qu'il doit avoir un problème. Alors, du coup, c'est Moïse Udino, qui est lui aussi sociologue et qui a lui aussi participé à l'élaboration de cette recherche avec Malik Durantier d'une part et Claire Emmanuel Laguerre, qui est psychologue, neuropsychologue, docteur en neurosciences. Et donc, ils sont les trois à avoir travaillé à la préparation de cette enquête, d'accord, de cette recherche sur la parentalité. Donc, je te cède la parole tout de suite, Moïse. Bon travail. Merci. Donc, bonjour à tout le monde. Nous avons travaillé sur la parentalité à partir de deux choses, le diagnostic partagé et un travail auprès de la population. C'est un peu ennuyeux avec le son. Bon, on va y arriver. Donc, le diagnostic partagé, slide. Merci. Diapositive suivante. Ok. Donc, dans un souci de faire un travail collaboratif, l'Observatoire de la parentalité a choisi de faire un diagnostic partagé. Alors, la vocation de l'Observatoire, c'est d'abord de produire des données, des études, des recherches, de réaliser des actions et concevoir des dispositifs innovants adaptés à la situation de la Martinique. Évidemment, chaque territoire a ses particularités. Diapositive suivante. Alors, nous allons donc vers un diagnostic partagé. C'est une étape préliminaire de notre recherche. Elle permettra d'éclairer l'enquête menée auprès des partenaires sur les besoins et leurs attentes, puisqu'évidemment, sur le terrain, ils ont des attentes, des besoins, et donc nous allons faire un travail pour aller chercher ce dont ils ont besoin pour participer avec nous à cette enquête. Et en fait, l'idée majeure, c'est de créer une mobilisation et d'installer l'observatoire dans l'environnement martiniquais. Diapositive suivante. Donc, nous allons chercher à ouvrir le champ participatif, à évaluer plutôt les opportunités de développement que nous allons rencontrer, proposer un plan d'action adapté aux spécificités de la Martinique. Diapositive suivante. À partir de 4 thématiques. La proximité, dans le cadre de la parentalité, l'animation socio-culturelle, de quelle manière elle s'opère, de quelle manière elle se fait dans les quartiers, dans les villes, dans les communes, autour de la parentalité. Si elles ne se font pas, comment on peut mettre en place des activités qui permettent de rassembler, de récolter des données, de mobiliser les partenaires autour de différentes activités, et puis ensuite d'identifier toujours les besoins des acteurs du point de vue socio-culturel. L'objectif principal du diagnostic, c'est d'appréhender comment les gens se présentent la parentalité en Martinique, de voir par rapport à l'évolution des politiques sociales, les politiques de la famille, et intégrer notamment des acteurs, les bailleurs sociaux. Alors quand on parle d'acteurs, on parle d'associations, de centres sociaux, d'associations d'habitants, d'assistants sociaux, de la CAF, des communes, des mairies, de l'aide sociale à l'enfance, de la PJJ, de tout ce qui tourne autour de la parentalité de l'enfant et notamment du rectorat qui est aussi un partenaire de l'Observatoire. Donc les bailleurs sociaux qui seront parmi nous, avec lesquels on va travailler, tout cela dans l'idée d'avoir une approche territoriale et de s'adapter toujours à la proximité et à l'environnement dans lequel nous allons évoluer. Alors, nous avons 4 objectifs secondaires. Diapositive suivante.
C'est donc d'évaluer les acquis en termes de proximité des partenaires, entreprendre une démarche de mobilisation et mutualiser les méthodes d'intervention et d'accompagnement. C'est-à-dire voir qui fait quoi, essayer de voir comment ensemble, eh bien, on peut modéliser une pratique de ce dont on a besoin, où on peut aller et comment on le fait et avec qui on le fait et quand. Diapositive suivante. Il s'agit donc d'optimiser l'attractivité de notre démarche, toujours dans l'engagement et le cadre d'un projet à développer, et toujours perpétuellement dans la mutualisation, dans le partage, dans le faire avec, dans le faire ensemble. Troisièmement, envoyer un signal aux bailleurs, aux partenaires, en formant un réseau structuré avec un lieu de ressources, c'est-à-dire l'observatoire. Autrement dit, ça voudrait dire que l'observatoire deviendrait et est une ressource à la fois pour les partenaires, mais aussi pour les acteurs de terrain. L'observatoire aura aussi la possibilité d'identifier des projets, de décider de projets, d'axes de travail et de recherche. Donc il sera aussi question de réaliser des fiches. Il sera quatrième slide, s'il vous plaît. Merci. Il sera donc question de réaliser des fiches d'action type dans le but de développer l'ingénierie de projet et sans faire bouger, sans remuer l'autonomie des structures qui seront déjà partenaires. Donc ça veut dire que la structure, on sera plus un support que le fait de vouloir, on essaiera de faire en sorte que ce soit installé, que ça reste installé et qu'on puisse travailler ensemble. L'intérêt de ce diagnostic il est double. D'un côté pour les acteurs, mais aussi pour l'observatoire, où ça permettra de définir et de modéliser la stratégie de l'observatoire, et aussi d'ordonner des projets de développement. Pour ce qui concerne les acteurs de terrain, il va permettre d'identifier les pratiques innovantes, donc nous de les identifier et de les mettre en valeur par rapport aux acteurs de terrain, et la possibilité pour les acteurs d'avoir une vision commune de la parentalité. Il se trouve que chacun a peut-être une vision de la parentalité et l'objectif de l'observatoire, c'est de faire en sorte qu'on puisse aller ensemble dans la même direction avec une vision commune. La méthode du diagnostic partagé est une méthode globale et collective. C'est plutôt un aller vers dans le souci de proximité, puisque nous croyons vraiment que la question de la proximité est très importante dans cette démarche. Pour la question de l'implication à la fois des parents, des personnes, des acteurs, mais aussi pour les institutions, à savoir les mairies, les collectivités territoriales, la justice avec la PJJ, l'ASE par exemple, les assistantes sociales, la CTM, le rectorat, qui sont des institutions qui participent et nous aideront à comprendre les différents aspects de la question de la parentalité en Martinique. Alors, toujours sur la question de la méthodologie, la méthode, elle est à la fois quantitative et qualitative. Nous allons donc, au niveau quantitatif, récolter des données objectives sur le terrain et récolter auprès des acteurs, des institutions, la CAF, l'INSEE, les mairies, la CTM, toute information objective nous permettant de recueillir ces données qualitatives. Quantitatives, voilà. Ensuite, concernant les données qualitatives, il s'agira de mettre en place des entretiens individuels,
des séances d'ateliers, des visites de terrain, des rencontres avec les partenaires qui bénéficient du soutien et aussi des bénéficiaires. Le concept qui sera traité pour évaluer et comprendre les représentations de la parentalité vont tourner autour de 6 ou 7 éléments, à savoir la paternité, comment on se la conçoit en Martinique. Alors on sait souvent qu'on a dit que le père martiniquais est un père absent. Est-ce un mythe? Est-ce une réalité? De quelle manière et comment il se positionne? La question de la maternité. Qu'est-ce qu'être papa? Qu'est-ce qu'être maman? Comment les gens se projettent? Comment aussi ils ont vécu? Qu'est-ce qu'ils ont à dire autour de ça? La conjugalité, puisqu'on sait que l'organisation familiale est spécifique, qu'il y a des familles monoparentales mais presque recomposées, qu'il y a des frères, des sœurs et des oncles et tantes qui ne se connaissent pas. L'intergénérationnel, comment, entre générations aujourd'hui, l'éducation elle a lieu, comment elle se fait, par quel biais, quels sont les liens que ça sous-tend, comment les gens arrivent à maintenir ou pas un lien intergénérationnel. La parenté, c'est-à-dire que nous avons eu dans le mode éducatif la famille élargie, c'est-à-dire la grand-mère, les oncles et les tantes qui intervenaient dans l'éducation des enfants au-delà de l'école et des parents et qui permettaient de structurer l'enfant et de l'aider à obtenir une autonomie plus tard. Et la coéducation, toujours dans ce même sens, la parenté et la coéducation, parce que les voisins et les membres de la cité, c'est-à-dire du quartier, de là où on vivait, avaient un rôle à jouer dans l'éducation, ce qui a un peu disparu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ma famille, mon enfant, et ce qu'il fait ne regarde personne, même si, effectivement, il y a à voir et qu'il serait bien qu'il y ait certains garde-fous extérieurs à la famille qui puissent permettre à l'enfant de ne pas trop se retrouver dans des situations difficiles, voire même éviter les situations difficiles. Et la disparentalité, c'est-à-dire le fait que la famille nucléaire soit explosée, soit revue, le fait que si nous prenons le langage antillais, les plusieurs familles, les demi-frères, les demi-sœurs, les beaux-parents, voilà, donc il y a, et puis il y a aussi dans la société dans laquelle nous vivons des évolutions qui se sont produites. La monoparentalité, l'homoparentalité, la disparentalité, etc. Des parents différents, ou une manière différente d'être parent, puisque nous avons des familles avec des couples homoparentaux, des couples déplacés, le père vit en France, les parents vivent ailleurs, parfois dans la situation avec les populations allophones. Vous avez par exemple un enfant qui vient d'Haïti, de Sainte-Lucie, qui n'est pas toujours là. Donc ce n'est pas la même manière d'être parent, ce qui explique la disparentalité. Ou la difficulté aussi d'être parent. Mais ça explique aussi le mal que peuvent rencontrer des gens à être parents et à éduquer les enfants. Est-ce que nous mettrait dans toute cette partie de la disparentalité les enfants reçus par la jeune? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, ils ont quand même un père, une mère, et c'est aussi une cible très intéressante, parce que du coup, se pose un problème dans la famille, surtout si la famille est monoparentale, on ira vers l'ASE pour entrer en contact avec le père, la mère, et voir de quelle manière la parentalité, elle s'opère. D'accord? Ça répond à votre question? Je vous en prie. Alors, la mise en œuvre du diagnostic partagé, il y a une mission de la coordination. Donc il s'agit de conduire ce projet, évidemment, de répertorier les partenaires possibles pour constituer des groupes de travail,
de récolter et d'analyser des données quantitatives. Ça, on a vu avec l'INSEE, on a vu avec la CAF, mais aussi d'autres, les mairies, la CTM, toutes les institutions permettant de nous donner des données objectives, claires, qui puissent produire du quantitatif. Hein. Et puis, mener les entretiens. Donc, vous voyez que la mission, elle est large. Mais aussi, dans la slide suivante, animer, celle d'avant, on peut revenir. Voilà. Animer les séances, exécuter les visites de terrain, analyser les données quantitatives, rédiger un rapport, communiquer et informer les partenaires en faisant des restitutions. Alors après, on va programmer, voire organiser. Alors c'est vrai que la recherche a pris un petit peu de temps, nous avons pris un petit peu de temps dans le temps, mais que les objectifs qui sont là, on ne pourra pas les faire du jour au lendemain, mais ils seront tenus. Donc, qui peut participer à cette recherche? Alors, elle n'est pas définie, ce sont quelques personnes, ce sont les institutions, en tout cas avec lesquelles nous avons pris contact aujourd'hui, à savoir la CAF de Martinique, le rectorat, par le biais de la rectrice, l'INSEE, la CTM, et puis quelques collectivités comme l'Espace Nord, Espace Sud, CACEM, les mairies, etc. Bon, et ensuite nous verrons comment ça évolue. Alors tout cela concerne le diagnostic partagé des acteurs et des partenaires potentiels. Bon, alors les institutions qui sont entrevues, avec lesquelles on aimerait travailler et avec lesquelles on souhaite travailler, la PJJ, très important, et l'ASE. Après, on peut voir les juges des enfants, etc. Mais là, c'est quand on arrive déjà à des situations problématiques. Nous, ce que nous essayons de voir, c'est comment les enfants, comment la parentalité, elle s'opère. Et le groupe sur lequel on va se focaliser, ce sont des enfants de 6 à 10 ans. D'accord? Parce que c'est la période où l'enfant grandit. C'est la période où les parents vont lui donner des enseignements, des informations, vont lui permettre de se constituer. Et voilà, donc c'est cette partie-là. Et la raison pour laquelle la PJJ et l'ASE vont être... oui. Je disais que je pense que ça peut être intéressant, oui, puisque de toute manière, tout ce qui concerne la parentalité, tout ce qui concerne le fait d'accompagner les parents, comme les juges des affaires familiales, hein, bien évidemment, je l'ai dit, voir avec eux dans la mesure du possible, en respectant le fait que, par exemple, les obligations et interdictions. Et puis, c'est la loi. Et puis c'est le droit. Oui, évidemment. Donc on va réunir tout ça. Donc c'est un énorme travail qu'on est en train de faire et qui va nous permettre d'avancer. Alors le calendrier, il est un petit peu, il a évolué, il a bougé, il a changé. C'est la dernière slide, donc voilà. Donc nous avions prévu de récolter, nous avons récolté peut-être pas tout, mais en bonne partie des informations, des données quantitatives, l'INSEE et la CAF, sur par exemple les familles monoparentales, l'organisation des familles. Nous savons que les familles monoparentales, il y a à peu près 30% de femmes qui sont à la tête, 4% pour les hommes seuls, vivant avec les enfants. Donc on a à peu près 33%. Bien que cette tendance soit en train de diminuer, mais elle existe. Donc, il y a à peu près 26% ou 27% des familles, des couples avec enfants, et il y a à peu près 26% de couples sans enfants. Donc la majorité des familles, vu du point de vue de l'INSEE, c'est-à-dire la famille avec un chef de famille, ce sont les femmes avec des enfants. Bon, maintenant, ces enfants-là ont peut-être des frères, des sœurs, on ne sait pas si c'est les mêmes pères, voilà. Donc nous allons investiguer tout cela. Vous vouliez dire ?
Il y en a deux. Oui. Oui, oui, puisque c'est en train d'évoluer, bien évidemment. Voilà. Et pour septembre, nous avions prévu des consultations, la constitution des groupes de travail qui ne sont pas encore finis, qui ne sont pas encore constitués parce qu'il y a eu un peu de retard et je pense que Charles Célinus pourra nous dire un peu plus sur peut-être les retards qu'on a pu prendre par le temps. Hein. Voilà, donc nous sommes en train d'avancer là-dessus. En novembre, nous avions prévu des entretiens et des visites de terrain, ce que nous commençons à faire. Bon, il y a eu des difficultés liées au développement, etc. Et en mars et en janvier, il est prévu. Alors on n'aura pas le temps de faire tout ce travail-là jusqu'à là, mais ça sera reporté de quelques mois, puisque comme je l'ai dit, nos objectifs seront tenus. Il s'agira donc dans le premier trimestre, d'analyser les données quantitatives et qualitatives, de faire un rapport et de faire des restitutions vers le mois d'avril. Donc ça nous ramène peut-être quelques mois plus tard, juin, juillet, et voire peut-être plus tard, hein, puisque nous ne sommes pas dans les délais, mais les objectifs, encore une fois, sont clairs et préparés. Voilà pour la présentation que l'on peut faire du diagnostic partagé. Il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot. Et vous voyez, on n'est pas non plus très nombreux, mais on a de la volonté, et c'est la volonté qui nous a aidés à tenir. Et puis, on cherche à faire de la qualité. On essaye. On a fouillé, hein, vraiment. Et alors là, on parle du diagnostic partagé, mais de l'autre côté, il y a des entretiens qui vont être faits auprès des familles. Donc, pour vous donner des éléments, pour comprendre, on sort du diagnostic partagé, mais vous présenter un peu la recherche. Nous avons souhaité séparer la Martinique comme elle est séparée nord, sud, centre. Toutefois, l'organisation géographique et pour aller investiguer sera différente. Le nord, séparé en 3, côté Atlantique, côté Caraïbes et nord-centre. Parce que ce n'est pas le même mode de vie, ce n'est pas la même réalité sociale, ce n'est pas la même manière d'être, de faire et de se sentir parent. Comment? Oui. Voilà. Donc, et en même temps, quand on vit au Morne Rouge, c'est pas quand on vit à Grand-Rivière. Quand on est à Font-Saint-Denis, c'est pas comme quand on est au Carbet. Il n'y a pas la même population, il n'y a pas les mêmes rencontres. Au Carbet, on va davantage rencontrer des touristes, des gens qui viennent à la mer. À Font-Saint-Denis, c'est un tout petit peu plus difficile. Hein? Et puis surtout, on est plus dans les campagnes que sur la mer, donc c'est un autre mode de vie. Il y a peut-être une vie de famille différente, il y a une manière de s'occuper peut-être du jardin, des bêtes, de manger, d'aller à l'école, de s'habiller, de sortir de l'école. Comment? Oui, mais on a les mêmes émotions dans des espaces différents. Dans le sud, même chose, côté Atlantique, côté Caraïbes, et le centre-sud. Évidemment, toujours pour les mêmes raisons. Et c'est la même chose pour le centre, à savoir Caraïbes, Atlantique et centre. Combien de familles nous souhaitons rencontrer? 70. Sur toute la Martinique. Mais c'est beaucoup déjà. Donc, ça ferait 30 dans le nord, 5, côté Atlantique, 5 familles, le centre, 5 familles, le Caraïbes, 5 familles. Un peu le sud, même chose, 5 familles dans la partie sud-Atlantique, 5 familles dans la partie sud-Caraïbes et 5 familles dans la partie centre. Dans le centre de la Martinique, 40 familles. Parce qu'il y a plus de population. Les types de familles, toujours les mêmes. Famille monoparentale avec des enfants de 6 à 10 ans. C'est le critère d'inclusion. Des enfants qui sont à l'école publique, qui ne sont pas en école privée. Voilà. Non, le comparatif se fera à partir du même modèle.
c'est-à-dire la famille monoparentale, avec la mère ou le père à la tête, et les enfants allant à l'école du CP au CM2. Voilà, donc c'est toujours le même socle, hein, les mêmes, parce que si on commence à changer, on a des biais. Et finalement, on ne peut pas, on compare ce qui est comparable. Hein. Et cette étude, c'est justement voir ce qui, dans les familles monoparentales, pose problème. Si problème il y a, mais on pense bien qu'il y a des difficultés quand on regarde la société dans laquelle nous sommes, les difficultés que peuvent rencontrer les mamans, et même quelle que soit la construction de la famille, qu'elle soit nucléaire ou monoparentale, les parents, et quel que soit leur niveau social, leur origine, etc., disent rencontrer des difficultés dans l'éducation des enfants. Donc on va tenter de savoir à quel moment les parents sont face à des difficultés et quelle est la nature, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Et éventuellement, qu'est-ce qu'ils ont mis en place et comment on va faire. Toujours dans cette même dimension de recherche, de collaboration collective, de proximité, nous avons des enquêtes rapides, je pense que vous pourrez en avoir et je ne sais pas si vous en avez eu, des enquêtes rapides sur la question de la parentalité que nous faisons à chaque fois que nous allons quelque part pour tenter d'obtenir l'avis, le ressentiment, le ressenti, la manière de voir de chacun sur la question de la parentalité. Donc vous voyez que ce sont des données qui sont assez conséquentes et qui vont nous aider à clarifier et peut-être à définir une modalité d'être parent en Martinique. Si je peux. Oui. Oui. Merci. Alors, ce qui gêne un peu le terme parentalité, beaucoup de personnes pensent qu'il ne s'agit que des parents de jeunes enfants. Or, à notre avis, à mon avis personnel, le terme parentalité devrait concerner tout parent. Oui. Parce que je n'ai plus d'enfants en classe, j'ai des enfants de 45 ans, 50 ans, qui sont eux-mêmes parents ou non, mais je suis toujours un parent. Alors, vous avez tout à fait raison. Dans l'enquête rapide que nous faisons, évidemment, nous avons pris la dimension globale de la parentalité. Hein, dans l'enquête rapide que nous faisons, que nous distribuons, qu'on peut vous distribuer, je ne sais, on n'en a peut-être pas là, mais qu'on distribue, on prend en compte la parentalité, la grand-parentalité, hein, et la parenté, c'est-à-dire oncle, tante, cousine, ma tante, marraine, etc. Oui, bon. Mais par rapport à l'enquête qui nous concerne et le diagnostic partagé, il va parler bien sûr de la parentalité, mais en particulier des parents d'enfants de familles monoparentales allant de 6 ans à 10 ans, donc du CP en CM2. Mais le diagnostic partagé va prendre les choses un peu plus largement. Et ça va nous aider à circonscrire, parce que il faut circonscrire le sujet. Vous voyez, on peut pas, si on commence à rentrer vraiment, alors c'est déjà une première étape. Si on prend les enfants de 6 à 10 ans, c'est déjà une première étape que nous aurons. Et plus tard, pourquoi pas, et sans aucun doute, mettre en place une étude sur la parentalité un peu plus large. On va faire tourner, hein. On va y aller. Merci. Une petite question. Merci d'abord pour cette présentation très claire et très instructive. J'ai une question finalement sur un peu la méthode et notamment la convocation des travaux théoriques. Et notamment parce que vous êtes sociologue, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que dirait Pierre Bourdieu? C'est-à-dire qu'un élément important, c'est l'habitus de Pierre Bourdieu. Cette fameuse transmission, notamment, il a écrit à plusieurs reprises sur cette fameuse notion de ressources culturelles. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette transmission, de cet habitus entre parents et enfants?
Il est mort? Oh là là. Oh, oh. On a parlé de mort, il se ressuscite. Je pense que vous avez parlé de Bourdieu, vous l'avez invoqué. On va appeler Jung aussi. Hein. Alors, oui, les habitus. Et évidemment, c'est ce qu'on va essayer de regarder. C'est ce qui n'est pas dit, c'est ce qui est derrière, c'est l'intention. Et c'est au travers de ces habitus qu'on va vérifier s'il y a une modalité commune. Parce qu'il y a eu habitus, mais l'évolution de la société, si on part de 1848, hein, le moment, le starter d'une société un peu mieux organisée humainement. Bon, on a ensuite la période avant la... On a tout ce qui est... alors, il y a eu le Code noir, il y a eu le Code de l'indigénat, il y a la République, sachant quand même que la période de la colonisation, ça joue. Puisqu'il y a un processus de socialisation qui a été officialisé en 1948, qui est l'assimilation avec la question de la départementalisation. C'est embêtant parce que l'écho me fait bafouiller, c'est terrible. Donc, oui, les habitus qui avaient lieu, il y avait la famille élargie, je l'ai dit tout à l'heure, qui permettait de prendre en charge, mais la société, la République, la démocratie, la modernité, ont fait tout ça exploser. Et nous nous trouvons dans une ambiance où la famille est décharnée, n'a plus du tout les mêmes repères, et tente de ressembler à un modèle exogène qui est inopérant. Et c'est tout le problème que nous avons aujourd'hui. Il vient à la fois de l'éducation scolaire, de ce qu'on apprend dans les manuels, mais à l'école, ce qu'est la Martinique, ce qu'est la population, mais qui n'est pas tout à fait juste. Hein? Si on va toujours dans ce sens-là, et que nous avions dans nos habitus, et ceux de l'État, de dire exactement les faits, on comprendrait que la guerre qui a eu lieu, les guerres qui ont eu lieu entre la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, étaient liées à la conquête des petites Antilles. Et ça permettrait de remettre les choses de leur contexte. Et si nous gardions toujours cette notion d'habitus, nous prenions en compte la loi Taubira permettant d'inscrire l'esclavage comme crime contre l'humanité dans les manuels scolaires. Ça permettrait probablement de rapprocher ces deux peuples. Ça permettrait de modifier les représentations sociales et diminuer les faits de conflits identitaires, de revendications et de mouvements sociaux. Donc évidemment, les habitus, elles sont là, mais nous ne pouvons que les garder sans peut-être même les connaître, et peut-être même que nous en avons fait fi, forcés de se conformer à l'impératif étatique, systématique d'être ce qu'on nous demande d'être. Et que la problématique que ça pose de manière plus importante, c'est que ça interroge sur deux modalités. Le physique et l'esprit, que nous pourrions, en termes sociologiques, dire le social et le psychologique. D'accord? Donc le corps serait le social et le psychologique serait le psychique, la psyché. Donc il s'agit, oui, la psyché c'est ce qui rassemble. Donc évidemment, c'est ce que nous voulons mettre en avant. Et nous avons la croyance, la certitude qu'il existe un moyen martiniquais d'être parent. Et que c'est ce que nous allons essayer de trouver. Alors c'est sans doute à nos pieds. Et évidemment, comme tous les chercheurs, ce qu'on cherche, c'est l'évidence. Voilà. Donc essayez de voir. Et effectivement, merci pour cette question. J'ai l'impression d'avoir 3 frères dans la salle. C'est terrible. Voilà. Ça répond à votre question? Merci beaucoup. Anything? Tu as évoqué donc le retard au démarrage. Ok. Donc en fait, Moïse et les 2 autres là
ont commencé à travailler avec nous depuis le mois de janvier. Bon, ils y ont cru à l'aventure observatoire de la parentalité. Et puis, ils ont commencé à travailler là-dessus. Donc, ce qui nous a permis de préparer la réalisation de ce diagnostic partagé, la réalisation d'une enquête sur l'identité parentale, très importante aussi. Bon. Mais malheureusement, les moyens, les ressources pour pouvoir démarrer effectivement ces travaux-là n'ont été attribués que très, très, très tardivement. Bon. Alors, entre-temps, vous savez, les gens, ils boivent, ils mangent, il faut qu'ils vivent. Et donc là, on est en train de voir comment on dégage un nouveau calendrier, puisque le calendrier d'action là, de juin à 2022 à avril 2023, bon, il faudra le réadapter. Mais grosso modo, alors, il faut compter vraisemblablement à peu près 6 mois pour réaliser le travail une fois qu'on aura démarré concrètement à partir de la base qu'on a déjà jetée, d'une part, et d'autre part, à partir des briques qu'on est en train de ramasser et de rassembler autour de l'inauguration. Hein. Ce sont autant de relais, de sources, d'informations qui sont en train d'être activées là. Hein, d'accord? Donc, j'ai bon espoir que d'ici la fin du premier semestre 2023, hein, on puisse disposer des résultats de ce diagnostic partagé. Et de toute façon, vous serez les premiers concernés hein, par cette démarche, puisque vous serez sollicités sous des formes diverses pour donner vos avis. Le questionnaire d'enquête rapide que nous diffusons, la finalité, c'est déjà que chacun comprenne bien que son avis est important, que son avis compte, que nous avons besoin des avis des uns et des autres, des remarques, des réflexions, des propositions, des solutions des uns et des autres. À partir de là, on va recenser tout ça, hein, on va trier tout ça, on va analyser tout ça, on va rendre compte de tout cela hein, pour qu'on puisse arriver à de meilleures conceptions des choses, des pratiques améliorées. Hein. Bon. Vous savez, il y a une vieille blague qui dit quelle est la différence entre la dictature et la démocratie. La dictature, c'est ferme ta gueule, et puis la démocratie, c'est cause toujours. Bon, voilà. On n'est pas dans ce système-là, d'accord? Il s'agira effectivement que chacun dise pour qu'on s'en inspire pour mieux agir, d'accord? Et puis, il y a aussi, je pense, la place de la justice aussi, dans la question de la famille. Je crois que c'est très important. On n'a pas beaucoup dit, mais la police, la justice, je crois que c'est quand même aussi important parce que ça nous permet d'avoir des points, mais aussi les intégrer, non seulement pas parce que simplement c'est la justice, mais aussi pour qu'ils comprennent la manière dont fonctionnent nos sociétés. Parce que très souvent, le problème que nous avons, c'est que ce sont des gens qui arrivent d'ailleurs, qui n'ont pas la connaissance du territoire, de nos modes de fonctionnement, et qui décident. Alors que parfois, simplement en connaissant, en ayant des notions, en étant sensibilisés, ben peut-être qu'il y aurait moins de gens en prison ou que les décisions judiciaires seraient davantage adaptées au territoire. Et il y aurait sans doute moins de souffrance, moins de violence institutionnelle, moins de violence judiciaire, plus d'apaisement. Donc je crois que c'est important quand même de ce côté-là. Et puis que les hommes politiques, alors même si on n'attend pas sur eux, hein,
Nous n'attendons pas sur eux puisque nous sommes en train d'avancer. Ils sont là, ils participent avec nous, nous aident probablement d'une manière ou d'une autre. Mais c'est un travail commun. On doit tous s'y mettre. Parce qu'il s'agit des enfants, il s'agit de l'avenir. Il s'agit d'exister ou de disparaître. C'est ce qui est important. Et la question de la parentalité ou de la parenté, c'est quand même très important. C'est pas parce qu'on est papa, maman qu'on est un bon parent. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on ne peut pas être un bon parent. Et donc, la question de l'éducation est importante. On éduque à partir de quoi? Sur quoi? À partir de quelles valeurs? Sur quel fondement? Si on parle de culture et qu'on parle de... Alors bon, ça c'est une conférence que j'ai faite il y a 2 jours à Trinité sur la question de la culture et acculturation, parentalité et éducation. Éducation et parentalité. Et donc j'ai évoqué la manière de vivre et invoqué la construction identitaire dans la question de la culture. Et à quel point nous sommes dans une espèce de conflit de loyauté qui se situerait entre l'enculturation et l'exculturation. L'enculturation, c'est le processus qui fait que des parents enseignent aux enfants des données, leur donnent des données sur leur mode de vie, leur éducation, leur famille, etc., etc., etc. Et l'exculturation, c'est plutôt un vocable de la missiologie chrétienne qui dirait de sortir un peu des croyances religieuses. Donc, mise à la sauce de la sociologie, ce que on peut se permettre de faire, puisqu'on va évoquer des théories, des mathématiques, comme par exemple l'itération, pour expliquer une démarche sociale. Donc nous pouvons donc, à partir de ce verbatim, parler de l'exculturation, puisqu'il y a quand même des violences qui se sont produites. Il y a le processus de socialisation qui s'appelle l'assimilation, qui est un processus jugulatoire, qui tente d'harmoniser la société, mais qui produit des violences. Et que ces violences vont créer des désaccords au sein de la population avec l'établissement. Et que ces désaccords créent des revendications. Et alors, on regarde aujourd'hui, la société, il y a un engouement pour l'Afrique ancestrale pharaonique, le retour à nos plantes, le retour aux énergies, le retour au bain des marais, ce qu'on nous a dit qui était du quimbois et machin, qui finalement sont des éléments qui correspondent à notre énergie. Et donc tout ça remet en cause la notion de société indivisible. Parce qu'il faut le dire, la République indivisible, elle n'est pas indivisible puisqu'elle ne peut pas prendre, et elle n'a pas pris en compte, la diversité des populations. Donc ça crée de la défiance vis-à-vis de l'État. Et étant donné que la manière dont l'État est représenté, dans les familles, de quelle manière, en tant que parent, on va donner des ressorts à l'enfant pour qu'il existe à partir de ce qu'il est? De quelle manière on sort de cet atavisme, de la victimisation, du victimisme de l'esclavage? De quelle manière allons-nous travailler la parentalité et le devenir en sortant, il n'y a plus de machin, en sortant de la reconnaissance négative. Qu'est-ce que la reconnaissance négative? La reconnaissance négative est une blessure morale. Je l'ai développé dans mon livre, Corps noir, tête républicaine, le paradoxe antillais. Et c'est Alain Caillé et Christian Lazari qui l'ont développé. C'est une blessure morale. Elle a 3 conditions, sans que ce soit limitatif, mais 3 conditions particulières. L'infériorisation, donc il faut que les personnes soient infériorisées et se sentent infériorisées directement ou indirectement. Combat nègre, c'est combat chien. Complot nègre, c'est complot chien. Ousanoué, pas fait macho. Ousanoué, inoué et puis couillon, etc., etc. Donc, il y a ça, l'infériorisation. La deuxième, c'est le contexte culturel de la reconnaissance. Ça veut dire que dès lors où la reconnaissance elle a lieu, on doit comprendre sa signification. Et troisièmement, et qui est quelque chose de très important, c'est l'absence d'une communauté réelle et idéale de référence.
Ça veut dire que les personnes il faut que les personnes n'aient pas, lorsqu'ils songent à leurs ancêtres, une image d'ancêtre autoportante, valorisante. D'où le fait systématiquement de renvoyer les gens à la question de l'esclavage qui va créer de la tension et mettre les gens dans une tension permanente de rapports noir-blanc, de moins clairs, de riches, etc., etc., et nous empêche de développer notre potentiel ensemble, notre potentiel d'autonomie et l'acceptation et l'altruisme. Donc vous voyez que quand on est parent, si on n'est pas conscient de ça, on va dans l'enculturation, qui est le processus d'enseigner aux enfants des choses, créer des dysfonctionnalités, des dysfonctionnements dans le côté cognitif, dans la cognition sociale des gens, avec les construits sociaux qui se font, les écrans qui ne cessent de multiplier, les politiques, ce qu'on entend, etc. Peu de gens lisent en Martinique. Le Monde, Libération, Le Figaro ne font pas malheur en Martinique, même pas France-Antilles. Donc vous voyez bien que et les gens vont rapidement à s'abreuver à un fast-food informatique qu'est Internet, qui peut nous conduire souvent à des travers. Donc de quelle manière, en tant que société, on donne les moyens aux parents d'être parents, de devenir parents, de faire et de donner aux enfants quelque chose de valorisant en leur donnant l'amour de leur pays, le sentiment de retour vers le pays, un sentiment d'attachement aux parents, à la famille. Et sortir de ce processus de division de Willy Lynch qu'il s'agissait de monter les uns contre les autres. Donc vous voyez que ce n'est pas simple. Et donc la question des habitus qui sont ancrés dans la cognition sociale des gens doit être remise en cause, revisitée et peut-être être un modèle d'une nouvelle forme de société. Nous sommes une société nouvelle. Nous sommes une nouvelle société de 174 ans. Nous sommes une société hybride. Nous sommes la démonstration d'une république diversifiée. Et le combat pour la liberté, et ce combat-là, c'est nous qui le menons. Les autres, ils ne sont pas mêlés avec ça, puisqu'ils ne sont pas confrontés à ces problèmes-là, oui. Votre discours est très pertinent et je vous en félicite. Je me suis toujours posé la question en tant qu'éducatrice, la génération des années 50, quand on les interroge sur leur enfance, ils disent qu'ils ont été éduqués d'une certaine manière. Les fondements de l'éducation martiniquaise qu'on avait a disparu. Et la question que je me pose, pourquoi il n'y a pas eu de transmission? Sinon, si on a eu une, comment elle a été faite pour qu'il y ait un fossé entre notre génération actuelle et la génération de nos parents? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, comment utiliser notre culture pour revenir au fondement de l'éducation que nous avions avant, sachant que cette éducation était porteur, puisque quand on regarde des auteurs martiniquais, moi je lis beaucoup, je me suis rendu compte que pas mal d'auteurs martiniquais ont écrit sur l'éducation d'avant et que l'éducation d'avant forgeait le martiniquais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, sachant qu'il y a eu des écrits? Qu'est-ce qui s'est passé, sachant qu'il y a eu certainement une transmission? Est-ce que c'est l'effet de la modernité qui a pris le dessus sur tout ça qui fait qu'aujourd'hui, qu'on s'éloigne de notre culture, qu'on s'éloigne de l'éducation d'avant qui faisait le Martiniquais que nous sommes? Eh bien, vous voyez, c'est ce que je disais. Le propre du chercheur, c'est de chercher l'évidence. Vous posez la question et vous répondez évidemment et naturellement à la question. Oui, je crois que c'est la modernité, je crois que c'est ce phénomène de socialisation qui s'appelle, le processus de socialisation qui s'appelle l'assimilation, qui a demandé aux gens d'oublier leur passé, de devenir un Français. Et dans la tête des gens, être Français, c'est être blanc.
Être blanc, c'est pas seulement la couleur. Quand vous allez en Afrique, quand vous dites que tu es blanc lorsque vous êtes noir, c'est parce que vous avez une attitude de blanc. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vécu des années à Paris, je reviens ici, si je ne suis pas capable de me désocler de chacun des endroits, je ne peux pas exister. Donc cette culture que nous avions, et dans la littérature, on va retrouver, que ce soit, alors par exemple, que ce soit chez Tony Delcham, que ce soit chez Confiant, que ce soit, alors pas trop Césaire, mais Chamoiseau, Glissant, etc. et d'autres. On voit bien que l'ensemble de cette littérature nous raconte notre hier, nous raconte nos modalités sociétales. L'État, l'institution, l'Église, parce qu'elle a joué un rôle déterminant dans l'explosion du modèle social. La dimension religieuse est très importante. Vous voyez, on est quand même on est avec des tournevis, hein, dans les vis patinets, on est dans le moteur on est dans la matrice. Donc l'Église même a joué un rôle, nous disant que tout ce qui était plante, tout ce qui était énergie, c'est le diable. On nous a même fait comprendre que être noir, c'est une malédiction, c'est être maudit. Même dans la symbolique des couleurs, on nous dit que le noir, vous voyez, le deuil, la pureté, c'est le blanc. Je ne sais pas. Une absence de couleur, c'est le blanc, alors que le blanc, c'est la présence de toutes les couleurs. Et que si on regarde au niveau de la mode, l'élégance est noire. La profondeur de l'esprit est noire. Si on va chez les dominicains et qu'on regarde la couleur de leurs habits, c'est noir et blanc. C'est l'un et l'autre. Or, ici, on nous a dit c'est l'un, pas l'autre. À cause de la vision centralisatrice de l'Église, qui a jusqu'en 1905 officiellement et entre guillemets officié de la construction de l'individu. Lorsqu'en 1792 Rouget de Lille écrit Le Citoyen français, il écrit qu'il est catholique. De la même manière que lorsqu'on crée la République, elle est faite pour les riches, pas pour les femmes. Elle d'abord ne travaillait pas, donc elle n'avait rien à faire là. Et puis pour les blancs, parce que les autres c'était des étrangers. Et les hommes riches. Et on nous a appris en Martinique, dans les années 60-70, le Biafra. Le Biafra, les Biafrés, le Biafra. Hein? Les mouches sur la bouche, sur les yeux. Haïti, où on mange de la terre. Donc cette incapacité, on revient à la question de la reconnaissance négative. Donc cette incapacité de reproduire de manière valorisante nos habitus, nos modes de vie, nos us et coutumes. Donc nous avons été obligés de nous conformer pour ressembler à ce qu'on devait être, c'est-à-dire des gens respectables. Même le mariage, la notion du mariage vient couronner la respectabilité d'une femme, surtout, et d'un homme. La correction d'un homme et la respectabilité d'une femme. Mais aujourd'hui, tout ça est explosé. Nos grands-parents qui étaient des sources, les activités manuelles que nous faisions, on ne fait plus. Poules glacées, du poulet glacé qu'on mange. Il n'y a plus de cochons à aller donner à manger, plus de poules à aller donner à manger, plus d'eau à aller chercher à la rivière. Il suffit d'appuyer sur un bouton. Le problème, c'est que quand il a disjoncté, on disjoncte avec. Et qu'on n'a plus de moyens, de ressources. Et qu'en plus, la difficulté d'être parent, c'est la difficulté d'être dans la société, de pouvoir intervenir. Et donc ça crée des tensions, ça crée des problèmes. Les grands-parents ne sont plus là. Donc on n'a plus personne derrière. Les copains, des amis qui devaient normalement, dans notre manière de faire habituelle, être des derniers remparts de la famille, n'existent plus. Donc nous avons une société en crise, nous avons une société où la violence est de plus en plus prégnante. Nous sommes à 11 mois de l'année et nous avons, si l'on calcule bien, près de 2 à 3 morts par mois. En très peu de temps, de tuer, des assassinats, des homicides. On ne compte même pas les tentatives d'homicide, on ne compte pas les agressions, on ne compte pas les violences, on oublie tout ce qui peut se passer. On oublie les altercations et tout ce qui se produit dans la psyché, dans la mémoire
et qui vont conduire à des tensions sociales. On aurait tendance à dire que les parents des années 50, ce sont les parents des années 50 se sont un petit peu serré la ceinture pour éduquer comme ils le pouvaient leurs enfants. Les enfants étant devenus un peu plus instruits, maintenant qu'ils ont compris ce qui s'est passé, on pourrait dire qu'ils ont tendance à se révolter, sinon à venger les parents. Oui, oui, c'est ça. Oui, et on est dans un entre-deux. Nous sommes dans une ambiance un peu particulière. Nous sommes dans une grande mutation. Nous sommes dans une mutation et dans un désir d'autonomie. C'est-à-dire que la manière dont notre identité a été construite, c'est une identité qui est exogène. Ernest Renan disait, je dirais que la construction je dirais que l'oubli, voire même l'erreur historique, sont fondamentales dans la construction d'une nation, car pour construire une nation, il faudrait que des hommes aient beaucoup de choses en commun, mais en aient oublié beaucoup d'autres. Il rajoute plus loin que la recherche historique est mauvaise pour la construction de la nation, parce qu'elle va remettre en lumière des faits de violence qui se sont produits. Et c'est bien là où nous sommes aujourd'hui. Lorsque l'on arrive à décrypter les propos de Willie Lynch, vous devez monter le jeune mal noir contre le jeune mal noir, le vieux mal noir et le vieux mal noir contre le jeune mal noir. Vous devez monter l'esclave à peau sombre contre l'esclave à peau claire et l'esclave à peau claire contre... C'est un processus de division. Donc, il n'est pas question de se battre avec les autres, mais de réparer en nous-mêmes toutes ces violences et de raccorder nos tuyaux ou nos énergies pour qu'on puisse avancer. Parce que sinon, on va continuer à avoir une société qui est violente, on va continuer à avoir une société blessée, on va continuer à avoir, et on ne parle même pas des rapports hommes-femmes, qui avec... moi, je ne suis pas misogyne, d'accord ? Je ne suis pas un misandre non plus. Je ne suis pas un homophobe, un transgéophobe, etc. Je crois que chacun a le droit d'exister. Maintenant, je dis, ne mettons pas tout dans la même assiette. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la question du genre avec les enfants, je dis oui, mais laissez-les être des enfants. Permettez-leur d'être des enfants, réservez-leur peut-être cette information pour plus tard et accompagnez-leur ou quand le problème se pose. Mais n'allez pas dire à une fille que c'est la même chose qu'un garçon. Mais ça trouble. Ça trouble. Donc voilà, donc même si ça peut paraître archaïque, ce que je suis en train de dire, c'est d'abord bienveillant. Parce que nous devons faire attention à notre expérience. Nous devons faire attention à ce qui a fonctionné ou qui n'a pas fonctionné pour permettre de donner aux enfants qui arrivent suffisamment de moyens pour qu'ils s'auto-repèrent en tant qu'individus. Un piment végétarien n'est pas un bon damanjac. Et ça n'est pas un poivron. Le bon damanjac, c'est le piment fort. Alors que le piment végétarien, il est doux. Donc vous voyez que, et c'est très sensible de parler de ces choses-là. C'est quelque chose d'extrêmement sensible. On pourrait se dire que je suis anti-républicain. Non! Je veux qu'elle fonctionne. Je veux qu'elle fonctionne comme elle doit fonctionner. Dans l'égalité, dans la fraternité et dans liberté et dans l'égalité. Et si elle ne fonctionne pas forcément dans l'égalité, qu'elle fonctionne dans l'équitabilité. Donc je crois que c'est pour qu'elle change l'école. Vous dites il faut que l'école change. Pour qu'elle change l'école, il faut déjà que nous changions nos codes. Il faut déjà changer la cognition sociale. C'est-à-dire, la cognition sociale, c'est le disque dur. Le disque dur de l'individu. Il est formaté par les construits sociaux. On vous a dit, le père antillais n'est jamais là. Eh bien, le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Comme on a dit que je ne suis jamais là, moi pas là.
Comme on vous dit que le Antillais est chaud lapin, il est chaud lapin. Il ne fait que déterminer ce qu'on dit de lui. Vous voyez, donc on conditionne les gens. On vous montrera à la télévision qu'est-ce qu'on a dit sur les barrages et les trucs, bien qu'on n'est pas d'accord sur les questions de violence qui sont faites, etc., etc. Mais la manière dont les choses sont traitées nous conduisent à croire que ce qu'on voit au travers d'un écran est la réalité. Et pourtant, nous savons bien que c'est pas tout à fait la réalité, qu'elle est peut-être édulcorée, qu'elle est peut-être pas juste. Nous ne sommes pas nombreux, on pourrait faire des images et montrer que nous sommes extrêmement nombreux ici. Donc c'est de la manipulation. Donc veillons à ça. Je voulais rebondir sur madame, sur la question, ce qu'elle a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une forme de pensée, je dirais entre guillemets, par précaution, pour qui dit aujourd'hui, on a été trop dur avec moi quand j'étais enfant, et aujourd'hui, je vais être différent avec mon enfant, je vais lui laisser plus de champ libre. Alors, sachant que l'éducation avant était très stricte. Alors, je vais prendre ça pour la dernière question, parce qu'il faut qu'on s'arrête. Encore une fois, vous posez la question et vous y répondez. Oui, effectivement, il y a cette envie de ne pas reproduire ce que les gens ont vécu et parfois être un petit peu plus souple, qui conduit à du laxisme pour certains et parfois à une déséducation. Voilà, j'aurais fini. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Merci beaucoup. Hypothèse de tout à l'heure, en estimant qu'il puisse y avoir une parentalité, une spécificité de la parentalité en Martinique. Est-ce que finalement, cette hypothèse peut être maintenue? Alors évidemment, la recherche le dira, et le résultat le dira, parce qu'en fait, vous avez également indiqué que ce territoire martiniquais avait la caractéristique d'être très divers, en faisant référence au nord, au sud, etc. Et donc, si je raisonne comme un juriste que je suis, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des catégorisations en estimant, par exemple, qu'une partie du territoire martiniquais est plus proche de la Corrèze que la Guyane, et qu'une autre partie serait plus proche de la Seine-Saint-Denis? Voilà, c'est ça. L'autre élément important, c'est est-ce qu'il n'y a pas une approche trop culturaliste, une approche trop historique finalement? Oui, mais en fait, c'est une base. On ne part pas de rien. On a un vécu, on a une histoire, on a une culture qui est en train de foutre le camp, pour dire ça de cette manière-là. Et pardonnez-moi le langage, mais c'est la manière la plus simple qu'on puisse dire ça. Et c'est tenter de la maintenir un petit peu. Parce que l'oublier, c'est aussi oublier tout le travail qui a été fait. Donc oui, il y a des parties de la Martinique, peut-être au Gros Morne, qui sera plus proche de la Corrèze, on pourrait dire ça, ou le Morne-Vert, qui serait plus proche d'Annemasse, en tout cas de la province d'Annemasse. On pourrait dire que Sainte-Luce, Marin, serait plus proche de la Côte d'Azur, Salines plus proche de la Côte d'Azur, que Saint-Pierre, Carbet serait plus proche de la Normandie, etc. Donc oui, il y a ça. Mais avant d'en arriver là dans ce comparatif, qui sommes-nous? Donc oui, on est obligé d'utiliser la sphère historique, parce que c'est ce sur quoi on va avoir des données objectives. Oui, on est obligé d'être sur la culture, parce que là encore, nous avons des données objectives. Et on n'entend pas données objectives, des écrits, des recherches, etc. Si nous laissons ça de côté, nous sommes dans le vide, nous sommes sans filet. Et donc, on risque de nous renvoyer au visage ce biais, en nous disant, oui, mais vous arrêtez sur quoi? Donc, forcément, nous sommes obligés de nous arrêter dessus, mais à partir de là, voir de quelle manière ça peut évoluer ou pas. Mais comme il y a beaucoup
beaucoup de tensions, des ressentiments, il est nécessaire de tenir compte d'eux parce que sinon, il n'y a pas de légitimité. Oui, donc la légitimité suppose que l'on tienne compte du vécu des uns, des autres, et que l'on en fasse un matériau que la science puisse examiner. Et c'est tout le travail de la dimension qualitative des représentations sociales, des ressentis, des sentiments, que la science essaye de rendre durs, puisque nous sommes dans les sciences molles, et rendre durs de manière à avoir de la consistance pour aller chercher, nommer et modéliser. Merci. Parce qu'en fait, il y a une autre approche, ou en tout cas une approche qui est assez complémentaire, c'est ce que développe notamment Nietzsche. Il fait référence finalement au fossoyeur du passé. Le fossoyeur du passé, pour Nietzsche, c'est de dire finalement que l'histoire est tellement importante, tellement subie, qu'elle a pour effet effectivement d'avoir un impact sur la décision et sur le futur. Et que parfois, il faut regarder, mais il faut aussi réussir à s'en départir. Sinon, évidemment, ça conditionne tellement les comportements en faisant référence à l'histoire, en faisant référence... Encore une fois, je ne suis pas du tout en train de nier cette importance-là. J'ai beaucoup vécu en Corse, par exemple, donc je connais évidemment bien l'histoire et l'importance de la culture, de la langue, et tout l'intérêt, évidemment, d'y faire référence. Je n'ai pas cette conception, je dirais, où il faudrait se couper nullement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut parfois, évidemment, faire un petit peu, non pas attention, mais conscientiser la période ancienne pour réussir à l'objectiver, et en tout cas pour que ça soit une force et pas une nuisance dans la fabrication de politiques publiques, dans les choix potentiels, dans la volonté de remédier ou de modifier les choses. Voilà, simplement ce point-là, mais vous avez déjà répondu à mon interrogation. Merci. Ok, merci pour l'apport de Nietzsche. Je vais aller refouiller, regarder les fossoyeurs du passé. Mais je trouve que c'est intéressant parce que fossoyeur, pas incinérateur. On n'est pas dans la... Et c'est important parce que il va rester dans la terre, symboliquement, de la matière, qui ne resterait pas dans un crématoire. Donc oui, évidemment, on pourra devenir fossoyeur que lorsqu'on aura mâché et libéré ces informations-là, ces émotions-là, ces ressentis-là vers quelque chose de plus construit et plus solide. Merci. Ne voilà-t-il pas que des considérations très profondes là, interfèrent avec notre diagnostic parentalité? Si je me souviens bien, c'était la démarche initiale. Bon, donc il s'agit vraiment de se poser les bonnes questions et puis de chercher à répondre en allant au plus profond des choses. On est bien d'accord. Et donc, voilà, je suis très content qu'on ait une telle discussion. Ne voilà-t-il pas qu'un sociologue et un juriste nous interpellent là, sur des notions essentielles? Et donc, c'est très bien. Je ne sais pas si messieurs les techniciens ont pu tout capter parce qu'à un moment, il n'y avait pas de micro, là, emporté par l'élan de la réflexion. Ça peut aller. Ah, ben, merveilleux. C'est encore mieux. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres... Non, ça va? Ça va, madame? Ok. Eh bien, écoutez, on va arrêter. Donc, notre journée là, se termine. Merci à Moïse pour ses contributions.